Dans un premier temps, je voudrais remercier Madame Léger et son époux de m'avoir accueillie. Et je voudrais, dans un second temps, remercier Madame la maire, parce que sans le soutien de Madame Berthoud, nous aurions eu bien des difficultés pour faire avancer le travail sur la crypte. Donc je tiens ici à remercier Madame Berthoud pour tout le travail qui a été fait, ainsi que Benjamin Isard, responsable des associations. Je dois un troisième remerciement et une gratitude très profonde envers Christiane Vavon, qui est membre de votre association et sans qui ce livre ne se serait jamais terminé. Et il serait paru sur le site, mais en tout cas, il se serait pas terminé. Je suis nulle en informatique et quand il a fallu insérer les plans, les cartes, j'en étais totalement incapable. Et donc, c'est Christiane qui a fait tout ce travail avec une patience, parce que, évidemment, elle m'expliquait et j'oubliais, et le lendemain, je ne me souvenais plus. Donc, elle a fait un travail magistral sur ce livre et je voulais ici vraiment la remercier. Voilà. La vente de ce livre est bien sûr au profit de la restauration de cette crypte, bien évidemment. Et moi, j'ajouterais que si parmi vous, il y en a quelques-uns qui veulent qui veulent s'inscrire dans notre association, vous êtes les bienvenus. Parce qu'un des projets ultimes, ce serait de la mettre au monument historique. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une association assez conséquente pour pouvoir faire nos propositions. Voilà, ceci étant dit, je vais peut-être commencer. Donc, vous parlez de la crypte, c'est un sujet sensible. Depuis 7 ans, donc avec le soutien de Madame le maire, et puis aussi avec l'arrivée de Madame Nicole Berrioux, qui est académicienne dans notre bureau, cela nous a permis des avancées quand même assez importantes. Et actuellement, la ville de Paris est en train de l'acquérir. Donc, pour tous les membres de l'association de la Montagne Sainte-Geneviève qui souhaiteraient tant la visiter, et des locataires qui sont chez nous et des copropriétaires, une fois que la ville en sera propriétaire, on pourra commencer à faire des descentes. Alors, le premier travail quand même qui est à faire, c'est de refaire de l'aération. Il n'y a pas d'aération dans cette crypte, ce qui est quand même quelque chose d'assez grave, parce qu'elle est dans un état d'humidité avec les inondations. Et il y a 2 escaliers, donc je vous en reparlerai. Et le problème, c'est que même quand il y aura les aérations, comme il n'y a qu'un seul escalier, on ne peut pas descendre à plus de 19. C'est la loi. Donc ça va être aussi un peu difficile, il faudra du temps pour que les gens arrivent à descendre. Mais croisons les doigts, je pense que la ville va l'acquérir, j'espère, en 2020, et ça ira mieux. Alors, cette crypte est située 10 mètres sous terre et c'est un témoignage de l'histoire de notre ville. Je suis donc partie à la découverte au début, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je trouvais beaucoup de portes se fermer et je ne comprenais pas très bien pourquoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer M. Toziev des archives historiques de l'évêché et M. Boyer de l'Institut catholique de Paris qui m'a lui préparé une bibliographie. Avec ces 2 éléments-là, j'ai pu commencer à travailler et je me suis dit que, comme Denis était arrivé au milieu du IIIe siècle, qu'on était en 2000 et quelques, ça faisait quand même 1800 ans, et donc ça devait quand même être assez long et qu'il fallait essayer de faire une étude longitudinale, ce qui me paraissait finalement le plus clair. Alors, j'ai donc préparé ce manuscrit en essayant de comprendre comment s'était faite l'implantation de Denis lors de son arrivée, puis de suivre ces différents moments d'établissements religieux qui se sont succédés. Alors, une des difficultés, ça a été au départ la confusion entretenue entre les 3 Denis. Denis l'aréopagite, Denis le pseudo-aréopagite, et puis notre Denis, à nous, évêque de Paris. Donc, quand Denis arrive vers 1250 probablement, mais on n'a pas de date fixe,
la religion chrétienne était déjà implantée au moins en Provence, enfin dans le sud de la France, parce que vous savez qu'en 177, à Lyon, c'est d'ailleurs pour ça que Lyon est prima des Gaules, cette ville, mais en 177, Plotin a été tué, la jeune Blandine, tout le monde se souvient de la jeune Blandine, et donc ça prouve que la religion chrétienne était déjà quand même bien implantée, au moins dans le sud de la France. Bon, au niveau du nord, on a moins d'informations, mais en fait, comme il y avait un commerce quand même assez important avec l'Orient et que les voies romaines, c'est un avantage quand même, avaient tracé la route, c'était quand même plus facile d'accéder vers le nord. Et jusqu'à à peu près l'arrivée de Denis, les 7 envoyés de Rome, en fait, c'était souvent des Grecs qui arrivaient et donc qui propageaient la foi chrétienne en grec. Denis, en quelque sorte, est le premier latiniste qui arrive. Or, à l'époque, la Gaule est occupée par les Romains déjà depuis 95 avant Jésus-Christ, Jules César, si je ne me trompe. Et donc, si vous voulez, la Gaule l'histoire romaine était assimilée en Gaule. Et l'arrivée de Denis latiniste n'a pas posé de problème, plutôt au contraire, parce que les Romains et les Gaulois connaissaient la religion latine. Donc, en fait, c'est au VIe siècle que Grégoire de Tours place l'arrivée des 7 envoyés de Rome, dont le fameux Denis. Donc ça, c'est en fait la première trace écrite. Parce que de Denis, à la différence d'Irénée, par exemple, à Lyon, qui a écrit quand même une grande partie de la théologie en grec et dont on a encore actuellement... on peut trouver des écrits. Denis, lui, n'a laissé aucune trace écrite. Alors, c'est assez compliqué parce que, a-t-il écrit, n'a-t-il pas écrit? Il est probablement mort assez rapidement dans une des persécutions. Mais en tout cas, il se trouvait avec le menu peuple en dehors de Paris, de Lutèce, pardon, il ne pouvait pas entrer dans Lutèce. Et donc, c'était probablement difficile de laisser des traces écrites parce qu'ils étaient quand même persécutés. Donc il s'installe quand il arrive près du faubourg Saint-Jacques, dans une catacombe, une carrière qui était une catacombe. Vous savez, on va voir, alors là, le plan de Lutèce. Ah ben ça y est, il est là. Donc ça c'est le plan de Lutèce au IIe siècle et vous voyez que là on a 26 le cimetière du faubourg Saint-Jacques et donc au IIe siècle on a simplement le cimetière du faubourg Saint-Jacques et c'est là que Denis en fait s'est installé avec Éleuthère et Rustique parce qu'en fait il devait se cacher. Alors il commence à évangéliser et il est suivi par des adeptes très très vite et l'empereur Domitien qui commençait à être inquiet de cette propagation de la foi, il avait aussi des problèmes avec les chrétiens en Italie, a demandé au préfet Sicinius la persécution de Denis. Donc ils sont venus l'appréhender dans cette carrière, là où nous sommes en fait, et ils l'ont emmené avec Rustique et Éleuthère. Et donc les chrétiens les ont suivis à cette époque, et alors qu'il était en prison, donc voilà, on va leur parler de la légende, alors qu'il était en prison et qu'il célébrait la messe, mais uniquement avec du pain, il n'y avait pas de... voilà, la légende dit que le Seigneur Jésus lui est apparu portant un calice. Évidemment, il n'a pas eu le calice, mais symboliquement, le calice était présent lors de la messe. Alors, en fait, pour les catholiques, le moment de l'Eucharistie, vous avez à la fois le pain et le calice. Et donc, on ne dissocie pas le pain dans l'Eucharistie du calice.
Alors après, il est donc emmené, il refuse évidemment de se soumettre aux religions romaines et il va être décapité après plusieurs séjours dans des prisons. Il va être décapité à Montmartre et vous connaissez l'histoire. Il prend sa tête et il continue à marcher jusqu'à ce que la brave dame Catulle tend les bras et prenne sa tête et il tombe. Et l'histoire raconte que les mercenaires qui l'emmenaient étaient furieux de voir qu'il avait donné sa tête et qu'il tombait. Et donc, cette brave dame a eu l'intelligente idée d'emmener les mercenaires manger et boire. Et quand ils étaient bien ivres, pendant ce temps, elle a été enterrée de nid, et puis avec sa tête. Voilà. Alors, la statue de Saint-Denis, diapo 3. Voilà. Donc là, vous voyez, cette statue se trouve dans la crypte. Donc, vous voyez Saint-Denis avec sa tête. Alors, la légende de Saint-Denis est présentée sous forme de miniature et elle a été offerte en 1317 au roi Philippe le Long. Et ces miniatures sont tout à fait passionnantes. Il y en a 81. Et une trentaine de ces miniatures, vous allez en voir une, représente dans le bas de la miniature la vie parisienne. Alors, on voit à la fois, voilà, c'est ça. Donc, on voit à la fois, mais pas sur celle-là, enfin, sur celle-là, on voit qu'un élément est sur les autres. On voit à la fois comment les Parisiens étaient habillés au XIVe siècle et surtout quels étaient les travaux manuels qu'ils exerçaient. Alors, sur cette miniature, on voit donc Denis, ses acolytes, le préfet Sicinius, qui lui montre, pour le faire fléchir, en quelque sorte, cette lumière le gêne, pour le faire fléchir, il lui montre tous les chrétiens qui ont été mis à mort parce qu'ils ont refusé de renier leur religion. Mais en fait, ces chrétiens-là avaient été convertis par Denis. Donc, c'est une façon de culpabiliser massivement Denis, mais Denis reste très ferme, et donc c'est comme ça que lui aussi va être emprisonné, décapité. Alors ça, c'est la partie qui représente la vie des Parisiens. Alors, vous voyez là, on voit toujours la Seine, hein, c'est très intéressant. Vous voyez un bateau avec les moulins de Paris, et vous voyez un bateau avec un meunier qui apporte sa farine au moulin. Donc, comme je ne pouvais pas vous en montrer plus, j'ai choisi celle-là. Mais c'est vrai que si vous avez l'occasion, ça se trouve... on l'avait... Enfin, moi, j'ai la chance de posséder ces miniatures, mais on l'avait... elle existe à la bibliothèque de l'Arsenal, si cela vous intéresse. Alors, donc ça, je vous l'ai dit, Denis reste ferme. Alors, quels sont les arguments en faveur de l'arrivée de Denis en ce lieu où se trouve encore cette crypte ? Au fil des siècles, ce lieu a gardé la mémoire de Denis, que ce soit par des processions, des monastères établis, des liens avec la royauté. Cet endroit est resté un lieu vivant, et il est encore vivant à notre époque. Et les siècles suivants ont développé, enrichi, préservé jusqu'à ce que la Révolution détruise tout. Pardon. Alors, ce fait légendaire, on peut le traiter comme un fait légendaire, comme un mythe, même si probablement Denis a vraiment existé. Donc ce fait légendaire se traite comme un mythe. Et le mythe a un fondement historique, car c'est une parole choisie par l'histoire. La statue de Denis, avec sa tête dans les mains, est une parole qui renforcera le développement de la chrétienté et donc appartient à son histoire. La tradition orale faisant son travail, c'est Geneviève, au 5e siècle, qui mettra en exergue la vie de Denis. Tout mythe se définit par son intention, et dans ce cas, Denis sert d'appui à la construction de la foi chrétienne sur des valeurs fortes,
l'argument est si puissant que le fondement de la chrétienté surgit comme une évidence sans aucune trace de l'histoire qui l'a produite. Le mythe se définit par la façon dont il émet un message. Et Denis, à travers cette décollation, sa tête portée, bon, vous pouvez mettre, voilà, vous voyez sa tête, sans trace écrite, cette tête devient une épaisseur potentielle d'où émergent d'autres sens possibles. Mircea Eliade écrit « Le mythe est considéré comme une histoire sacrée, et donc une histoire vraie, parce qu'il se réfère toujours à des réalités. Aussi pouvons-nous dire que Denis a existé, parce que la basilique Saint-Denis existe, qu'elle a été construite en son honneur, les processions, les églises, les rues qui portent son nom et qui sont très nombreuses. Ce mythe est donc une réalité culturelle complexe et les différents Denis nous en donnent un exemple. La fonction principale du mythe est de nous montrer des modèles exemplaires qui sont ou deviennent une réalité vivante à laquelle on recourt pour s'identifier. Denis n'est rien d'autre pour nous qu'un nom. Et de ce nom, il nous faut partir. Nous savons que son histoire nous entraîne vers des événements que l'écho historique de notre pays a largement fait naître. Geneviève, de par sa position dans la curie parisienne, développa le culte de Saint-Denis. Durant la bataille de Tolbiac, Clovis implore le dieu de Clotilde et il gagne la bataille, et donc il va devenir catholique lui aussi et il se fera baptiser à Reims. Il y a donc un mouvement de va-et-vient entre l'histoire de Denis et la mise en place de la royauté unificatrice de la France, qui s'est appuyée sur Denis, père et rassembleur de l'Église chrétienne à Paris, et il modèle en cela la future royauté unificatrice du pays. Sur le plan historique, les indices sont infimes. Il est probable que les troubles qui ont rythmé l'histoire du premier millénaire lors des assauts des barbares au IIIe, au IVe siècle et des Normands au IXe siècle ont balayé les traces de cette histoire. Grégoire de Tours, au VIe, est le premier à garder la mémoire écrite de la venue de Denis. Mais depuis le moment de la mission à Paris, la mémoire de Denis s'est aussi conservée par des célébrations liées à l'essor du culte, et elle a été entretenue dans le lieu même de cette mission par la construction d'édifices surplombant Saint-Denis sous terre. Des processions ont existé très tôt, on a connaissance de ces processions dès le 8e siècle. Donc Saint-Denis sous terre s'est appelé après Notre-Dame de Vigne, puis Notre-Dame des Champs. Alors là, on peut voir la diapo numéro 6. Elle est là. Voilà. Donc là, vous avez le plan de la procession. Je ne sais pas si vous pouvez lire. On ne peut pas lire. Pardon ? C'est trop petit, on ne peut pas lire. Ah. Bon, alors je vais essayer de... Attention au fil. Christiane, vous pourriez, vous ? Est-ce que c'est Christiane qui a refait ce plan ? Alors, donc, toutes les processions partent toujours de Notre-Dame des Champs, de la chapelle. Après, ce sont toutes les églises. Alors, il y a les églises mérovingiennes, Saint-Étienne-des-Grès, mais on reviendra dessus, Saint-Benoît-le-Bétourné, Saint-Denis du Pas, square de l'Archevêché, Saint-Denis de la Chartre près de Notre-Dame, et en fait, après, la crypte du martyrium de Saint-Denis qui se trouve 9 rue Yvonne Talc. Or, nous savons que Notre-Dame des Champs est l'une des 5 églises mérovingiennes, Saint-Julien, Saint-Séverin, Saint-Benoît, Saint-Étienne-des-Grès et donc Notre-Dame des Champs. Et c'est donc, ces 5 églises sont sur la voie romaine qui relie Paris à Orléans. Alors, normalement, il faudrait le plan schématique à l'époque mérovingienne. C'est la même diapo. C'est ça. Il y est. Hein ? Bon. Vous voyez ? Je vais essayer d'encercler avec... Je ne sais pas si ma flèche permet de voir quelque chose. Donc, ça va, c'est clair ? Bon.
Vous voyez un peu. Dans le testament d'Ermentrude, fin du VIe siècle, Notre-Dame-des-Champs est mentionnée dans ses legs. Et ce témoignage est très important parce que Germentrude est une des seules femmes qui a pu écrire, elle avait une position très importante à Paris, et donc elle a laissé un témoignage écrit avec entre autres le comte de Paris et d'autres qui ont signé en prouvant que c'était vrai, et elle a fait des legs à un certain nombre d'églises, dont par exemple Notre-Dame-des-Champs, mais aussi la basilique Saint-Denis, où là elle a donné non de l'argent, mais elle a donné des couvertures, elle a donné de quoi faire vivre les indigents. Et ce testament d'Ermentrude est quelque chose de très important sur le plan historique. Alors, les désordres provoqués par les invasions normandes au IXe siècle ont déstabilisé le territoire du faubourg méridional de Paris, qui s'étendait jusqu'au cimetière païen de l'actuelle rue Pierre-Nicole. Vous avez vu sur le premier plan, là, au IIe siècle, où on voyait le cimetière, et qui fut en partie dépeuplé, laissant la place aux marais. Donc ce lieu s'est progressivement démarré, ce qui fait que dépeuplé, ce qui fait que les marais ont repris la place. Les églises étaient très mal entretenues. Et entre le Xe et le XIe, les rois s'en approprièrent certaines, dont Notre-Dame-des-Champs. Le roi capétien Robert le Pieux la fit restaurer au début du XIe siècle, en 1031, et son successeur, Henri Ier, concéda à l'évêque de Paris le soin de confier l'église au chapitre cathédral pour y restaurer la liturgie stationnale. Vous voyez qu'il y a entre ce lieu actuel, où la crypte existe toujours, et l'histoire une relation très proche. Les rois se sont toujours souciés de cet endroit, les religieux aussi, évidemment, mais les Parisiens aussi. On aura l'occasion de revoir. Les Parisiens étaient très attachés à ce lieu. Puis, en 1085, l'évêque Godefroy cautionna un acte par lequel un laïc propriétaire de l'église la remettait au monastère de Marmoutier pour établir à cet endroit un prieuré. Alors, Marmoutier, c'est à Tours. C'était, maintenant son nom m'échappe, qui était à Poitiers, à Ligugé, comment s'appelle le premier ? Saint-Martin, voilà. C'est donc Saint-Martin qui est à l'origine de Marmoutier. Et les religieux de Marmoutier étaient très stricts dans l'observance. Et donc, les rois étaient très attachés à Marmoutier. Alors, nous allons voir maintenant la controverse à propos des différents Denis, donc de Denis l'Aréopagite et du second Denis, le pseudo-Aréopagite. Denis l'Aréopagite, ami de saint Paul, vit à Athènes. Il se convertit et devient évêque d'Athènes. Nous sommes vers 48 après Jésus-Christ, puisqu'à son arrivée à Corinthe, Paul rencontra des Juifs qui venaient d'Italie, et à la suite de l'édit de Claude en 48, on les avait priés de quitter Rome. Et donc, ils reprenaient la route et Paul les rencontre à Corinthe. Le second pape Clément aurait, alors on est dans Denis, je vous rappelle dans Denis l'Aréopagite, 1er siècle, le second pape Clément, c'est pour ça qu'on dit le second pape, aurait envoyé ce Denis en Gaule. Et ce Denis aurait eu 90 ans. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il doit, abbé de Saint-Denis, mais alors il écrit au IXe siècle, sous le règne de Louis le Pieux, commanda la rédaction des Areopagitica et soutint contre Grégoire de Tours que Denis était arrivé fin du 1er siècle. Il y avait un intérêt certain pour l'Église, parce que faire de Saint-Denis la première des églises du royaume de France, c'est-à-dire avant Lyon, le saint étant le protecteur de la dynastie capétienne, rattacher Saint-Denis à l'Aréopagite, converti par saint Paul, renforçait les liens avec la chrétienté, puisque ses origines remontaient à l'époque même du Christ. Mais jusqu'au XVIIe siècle, aucune source ne prétend que Denis l'Aréopagite ait jamais quitté la Grèce. Les miniatures, dont vous en avez vu une là, présentées au roi Philippe le Long,
reprennent évidemment l'histoire de Denis l'Aréopagite, parce qu'il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'on abandonne cette idée. Se pose la question de l'auteur en fonction de la date d'apparition des Areopagitica. La présentation de Denis l'Aréopagite, que Denis l'Aréopagite fait de lui-même comme disciple de saint Paul, ne peut être retenue, car en fonction de leur contenu, du contenu de ces Aréopagites, Denis l'Aréopagite est postérieur à Proclus, qui est mort en 485, et qu'il a par conséquent écrit à la fin du 5e siècle et avant 535. Un moine syrien, vers 500, aurait composé plusieurs traités et les aurait attribués à Denis l'Aréopagite, 1er siècle. Ce Denis est appelé le pseudo-aréopagite. De plus, ces écrits supposent la connaissance du concile de Chalcédoine, qui a eu lieu en 451. Mais toutefois, ces traités, même s'ils ont, s'ils ont été faussés, ont beaucoup servi pour l'approche de la théologie. C'est comme quoi il y avait un contenu quand même important, mais c'était faussé. Il a trompé. Alors, Grégoire de Tours, vers 575, situe l'arrivée de Denis vers 250. Il est l'auteur du premier texte sur l'origine du christianisme à Paris, et il fait de Denis un contemporain de Dès. Alors ça, c'est peut-être moins sûr, mais c'est le seul renseignement historique que nous avons. Mais deux faits semblent certains. D'abord, l'arrivée de l'envoi d'un évêque à Paris, à Lutèce, et le martyre de Saint-Denis. Il y eut plusieurs vagues de persécution, 250, 257, 258. Denis périt probablement dans l'une d'elles. La vie de Saint-Denis participe plus de la dévotion des Parisiens que d'études historiques, mais la tradition orale a maintenu son existence. Alors, nous allons voir maintenant la vénération de Saint-Denis par Sainte Geneviève et le jeu Saint-Denis. Le jeu Saint-Denis, c'est une pièce théâtrale qui a été très en faveur autour du XIIIe, XIVe siècle. Le père de Geneviève avait une charge civile dans l'assemblée des curiales, c'était les magistrats municipaux parisiens, et d'après le code juridique de Théodose, qui avait établi en 438, de Théodose II, Geneviève, fille unique, devait reprendre la charge de son père. Cette fonction lui donnait donc une autorité sur ses concitoyens, elle lève les impôts, commande les convois, etc. Et elle a une clairvoyance quasi visionnaire. Par exemple, lors de l'approche des Huns, elle refuse de quitter Paris parce qu'elle prévoit que les Huns se dirigeront vers Orléans. Elle avait une situation religieuse là aussi particulière, ne menant pas une vie de clôture, mais vivant retirée à Nanterre puis à Paris. Et c'est en tant que diaconesse que Geneviève détient les clés du baptistère. Il y a aussi une histoire assez intéressante. Elle rencontre Saint-Germain d'Auxerre et donc lui parle de son désir d'être religieuse, mais avec cette responsabilité qu'elle a héritée de son père. Et Saint-Germain, qui comprend très bien, l'encourage, mais lui dit d'être religieuse de manière virile. C'est très intéressant et amusant à cette époque. Donc elle vénérait avec vénération le souvenir de Denis et entreprit de construire donc la fameuse basilique Saint-Denis. Elle avait aussi fait ériger une église en l'honneur de Denis qui est évoquée dans le jeu Saint-Denis. Alors le jeu Saint-Denis, c'est d'après le manuscrit 1131 de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris. Mais il existe un livre qui avec une préface de Sebert, un petit livre qui a été publié en Suisse par Dalloz et qui retrace juste le jeu de Saint-Denis avec une préface tout à fait intéressante. Donc, à sa mort, à la mort de Sainte-Geneviève, le roi Clovis l'a fait enterrer dans la nécropole et a voulu construire une basilique au-dessus, mais il est mort et c'est Clotilde qui va la terminer. Et une vingtaine d'années après, elle demandera à un moine burgonde d'écrire la vie de Saint-Denis. Le culte de Saint-Denis s'établit à travers les siècles comme une légende et devient de ce fait indéracinable. Des compositions théâtrales comme le jeu Saint-Denis entretenaient auprès des Parisiens son mythe et sa pérennité. Dans son édition critique du jeu Saint-Denis, Sebert note : la place de choix accordée à Denis dans ce recueil
Son rôle fondateur de l'Église de France et les liens étroits qui l'unissent à la région de Paris sont incontestables. Alors, dans les jeux, dans les pièces théâtrales, c'était en fait les confréries de la Passion qui présentaient ces pièces théâtrales. On parlait de différents saints, mais Saint-Denis a toujours eu une place particulière. Donc le jeu reprend évidemment les différentes histoires de Saint-Denis, mais c'est la vie de Saint-Denis, évêque de Paris, qui est évoquée dans le jeu. Les sources de cette histoire proviennent de légendiers, avec des variations évidemment sur la vie de Denis. Et dans cette pièce, des épisodes nouveaux apparaissent, comme la présence d'Antonin et de Sanctin. Denis leur confie l'évangélisation de Meaux et leur demande de retourner voir le pape parce qu'il pressent son martyre, et donc d'annoncer au pape le martyre de Saint-Denis. Alors apparaît aussi le personnage de Quentin, dont les liens avec Denis seront attestés, mais vraiment attestés dès le 8e siècle. Il va de soi que si ce lieu existe toujours, c'est qu'il a été pérennisé par et dans le souvenir des Parisiens. Il a été confié à des religieux, à la demande des différents rois, pour entretenir ce lieu à l'origine du développement chrétien. Dans le souci de préserver cette crypte, le roi Philippe Ier a demandé aux bénédictins de Marmoutier de venir s'installer à Notre-Dame-des-Champs et d'y installer un prieuré. Alors, si ça vous intéresse, je vous renvoie au livre d'Edmond Marten, Histoire de l'abbaye de Marmoutier, où il y a une description très détaillée. Par les archives, nous constatons que ce prieuré, qui était aussi une église paroissiale, avait une activité et un rayonnement local tout à fait important, enracinant la vie laïque dans le fait religieux. Et ça, c'est très intéressant pour les bénédictins, parce que quand les carmélites vont arriver, elles vont faire une clôture. Et donc, du coup, les Parisiens vont être quand même en partie coupés. Donc, la basilique Notre-Dame-des-Champs attire et regroupe des hôtes. Donc, ces derniers, vous savez, les hôtes, ils recevaient soit une chaumière, soit des terres, et ils devaient une redevance. Mais en même temps, ça structurait la paroisse et ça donnait naissance à des bourgs. Les bénédictins recevaient nombre de dons. Par exemple, Louis XI, en 1111, exempte de droit le four situé rue des Juifs que Barthélemy de Fouqueux donnait aux bénédictins. En 1130, le roi Louis VI, dit le Gros, assigna sur le douaire de la reine Adélaïde la rente nécessaire à la fourniture des luminaires pendant l'octave de Saint-Denis. Les bénédictins avaient évidemment besoin de revenus et donc il y avait des modes d'échanges commerciaux, à la fois des relations entre les religieux, ainsi ils s'arrangeaient entre Saint-Marcel et puis Notre-Dame-des-Champs, ils avaient des églises en commun, ils avaient des vignes, ils avaient des arpents de terre. Et donc vous voyez, il y a toute une vie religieuse qui est complètement excentrée dans la cité. Et les informations sur les laïcs avec les rois et donc sur la dynamique qui faisait vivre ce prieuré. Nous observons qu'en 1268, l'abbé Étienne fit un voyage dans un prieuré d'Angleterre pour emprunter de l'argent. Donc, c'était visiblement pas évident. Bon, il devait le rendre après. Mais ça montre en même temps leur influence en Europe. C'est intéressant sur ce plan-là. Ou encore, en l'an 1302, dont j'en ai sauté un, parce que en 1272, le prieur de Notre-Dame-des-Champs a été vendre un manoir en Angleterre. Donc c'est un bien qu'il avait reçu et qu'il a été vendre pour récupérer de l'argent. Ou encore en l'an 1302, Blanche, fille de Saint-Louis, donna aux religieux 10 livres pour demander des prières pour le roi son neveu et pour la reine. Les bénédictins servaient d'exemple par leur observance religieuse, mais ouverts sur la ville, en lien avec les autres religieux, et parfois en désaccord, et il y avait des procès. Et on avait coutume, donc à Notre-Dame-des-Champs, on avait coutume d'y porter les rois morts en dehors de Paris. Alors, par exemple, Charles
Charles VII en 1461, Charles VIII en 1498, Anne de Bretagne en 1514, François Ier en 1547. Ils étaient morts en dehors de Paris, et donc avant de les amener à la basilique Saint-Denis, ils passaient une nuit à Notre-Dame-des-Champs. Et quand François Ier est mort, le roi Henri II a fait venir ses 2 fils qui étaient morts pour les mettre à côté du roi, pour donner plus d'ampleur à la procession qui allait les emmener le lendemain à la basilique. Fin du XVe siècle, le prieuré perdit de sa notoriété. Les bénédictins voulaient s'orienter vers l'enseignement et donc étaient moins motivés pour faire un prieuré tel qu'il aurait dû être. Et surtout, ils ont commencé à s'émanciper de leur maison mère à Marmoutier. Mais toutefois, l'autorisation qu'ils avaient donnée aux dominicains de faire entrer dans leur cimetière les dominicains qui n'avaient pas encore de cimetière à l'époque, de les faire entrer chez eux, a donné une auréole aux bénédictins parce que le bienheureux Réginald a été enterré donc à Notre-Dame-des-Champs. D'ailleurs, le pape a envoyé une bulle pour remercier les dominicains. Réginald était un grand diplomate. Il avait fait ses études de droit à Paris et par exemple il a réconcilié les chanoines de Saint-Aignan d'Orléans avec leur évêque et ce dernier avec Philippe Auguste. Il se débrouillait bien. Il enseignait le droit à Paris et en 1218 il accompagna son évêque pour faire un voyage vers Rome, vers Jérusalem. Mais à Rome il a été pris de fièvre et il a été très gravement malade. Et alors la Vierge lui serait apparue en lui décrivant les habits des frères prêcheurs. Les dominicains sont des frères prêcheurs et ils portent toujours l'habit tel que Réginald l'aurait vu décrit par la Vierge. Alors c'est Jourdan de Saxe qui le relate, il le savait de la bouche de Saint Dominique qui était à côté de Réginald. Plus tard, Jourdan de Saxe deviendra aussi dominicain. Donc quand il a été guéri, Dominique l'envoie à Bologne pour enseigner le droit et il convertit par son éloquence de nombreux étudiants, mais aussi des maîtres ès-arts, par exemple Roland de Crémen et le philosophe Moneta. Arrivé à Paris, il obtient absolument le même succès, mais il mourut peu après. Les Parisiens se précipitaient sur sa tombe et des guérisons furent constatées. Les guerres civiles qui embrasèrent Paris au XVIe siècle réduisirent les pratiques processionnelles à Notre-Dame-des-Champs. À leur arrivée, les carmélites retrouvèrent la tombe de Réginald, cherchèrent la tombe de Réginald, mais ne la retrouvèrent pas, parce que tout était effacé. Alors elles ont eu une idée extraordinaire. Elles ont fait venir les personnes les plus âgées autour de Notre-Dame-des-Champs et elles leur ont demandé où était la tombe de Réginald. Et alors, unanimement, elles ont dit « elle est là ». Parce que en fait, le mur était complètement enfoncé, noirci, parce que quand les Parisiens quittaient le lieu de la tombe de Réginald, ils éteignaient leurs chandelles sur le mur. Et donc, c'était tout noirci, et donc elles savaient exactement où était la tombe de Réginald. Donc, les religieuses, à ce moment-là, ont creusé, ont pris les ossements et les ont emmenés dans un reliquaire. Et elles l'ont mis dans un coffre en argent pour pouvoir être en contemplation devant eux. La tourmente révolutionnaire détruisit couvents et monastères, laissant les reliquaires abandonnés. Les carmélites de Notre-Dame-des-Champs auraient en fait enfui les os de Réginald dans le jardin, mais ça n'a jamais été retrouvé. On n'a jamais retrouvé les os de Réginald. Le coffre en argent a été emmené à la monnaie, tout le reste est parti, et on ne sait toujours pas. Alors, peut-être que vous pourriez mettre l'ancienne photo de l'église Notre-Dame-des-Champs. Voilà. Donc, ça c'est l'église Notre-Dame-des-Champs. C'était une église basilique à cette époque, et quand les religieuses sont arrivées, elle était là, mais par contre, le couvent était complètement abîmé et donc elle ne pouvait pas l'habiter. Il fallait le restaurer. On verra une photo du plan Turgot où on voit très bien le passage des Parisiens pour aller à cette église. Parce qu'en fait... Vous voulez maintenant ? Oui, si vous la trouvez, c'est une bonne idée.
quelque part par là. Et vous voyez qu'il y avait un passage, donc tout ce quadrilatère-là, c'est les Carmélites. Et il y avait un passage qui passait là, vous voyez, en rouge, et qui permettait, près de l'église, il y avait ce fameux deuxième escalier que les Parisiens empruntaient. Et donc l'escalier antique que vous prendrez maintenant, puisque l'autre est bouché, n'était jamais emprunté par les Parisiens. Ils passaient par ce chemin-là, et c'était le chemin des Carmélites, ce qui évitait aussi, parce que évidemment la rue du Val-de-Grâce n'existait pas, il fallait faire le tour pour aller rue de la Bourbe, donc boulevard de Port-Royal, et donc c'était un passage qui permettait de passer rue Saint-Jacques. Merci. Le choix de l'implantation du premier monastère des Carmélites déchaussés s'arrêta à Notre-Dame-des-Champs. Des pieuses traditions situées dans la crypte, une peinture de la Vierge attribuée à Saint-Luc, ainsi que le tombeau de Réginald. C'était donc un lieu honoré par l'histoire et bien connu des Parisiens, et il semblait naturel de conserver ce lieu. Alors, pour la petite histoire, cette peinture de la Vierge aurait été apportée par Saint-Denis, et serait toujours restée. Et donc, actuellement, elle est au Carmel de Pontoise. Alors, évidemment, elle a eu des restaurations. Je n'ai pas pu l'obtenir, parce que pour accéder à leurs archives, c'est compliqué. Mais Nicole Berrioux la possède. Et elle possède aussi la photo de Réginald. Donc, si un jour elle vous fait une conférence, elle vous la montrera. Donc, le livre de Jean-Baptiste Thériault, l'ancien carpel du Faubourg Saint-Jacques, a servi de base à ce propos. C'est un très gros livre, et il a fait le travail des anciennes thèses d'État. Il a fait un très gros travail là-dessus. Alors, Madame Macquarry est connue pour son dévouement aux pauvres, et elle est la principale introductrice de ce monastère en France. Elle est soutenue par Monsieur de Marillac et du cardinal de Bérulle. Elle avait lu les œuvres de Thérèse d'Avila à la demande de Monsieur Bretigny. Alors, pour la petite histoire, c'est aussi tout à fait intéressant. Madame Macquarry voulait devenir religieuse. Ses parents s'y sont opposés et ils l'ont mariée au vicomte de Valmore, qui était maître des requêtes, quelque chose comme ça. Et elle a mené immédiatement une vie mondaine, elle était tout à fait à l'aise, elle a eu 6 enfants, et ça a été un couple très harmonieux. Et elle lisait des livres profanes. Et son mari a eu la bonne idée de lui faire lire des livres religieux. Et à partir de là, elle a fait une espèce de conversion. Et donc, elle voulait entièrement se dévouer, donc, entre autres, à ce monastère, ce que son mari supportait assez mal après coup. Donc, elle souhaitait introduire le mouvement de Thérèse d'Avila en France, mais d'importants travaux de restauration étaient nécessaires. Madame Macquarry s'employa à suivre et à payer une grande partie des travaux. En 1603, la duchesse de Nemours posa la première pierre pour la reine Marie de Médicis. Les travaux achevés en 1605, les 6 religieuses espagnoles, et là encore ça a été très compliqué, dont la mère Anne de Jésus, qui avait été formée par Thérèse d'Avila elle-même, arrivent à Paris et donc s'installent à Notre-Dame-des-Champs. À la demande du cardinal de Bérulle, le Carmel prit le nom de Carmel de l'Incarnation, et ce qu'on appelle le Grand Couvent, parce que c'est à partir de ce Carmel qu'ont essaimé tous les autres Carmels à Paris et puis plus loin. La prieure Anne de Jésus fit construire une clôture. Bientôt 50 religieuses occupèrent les lieux. Avec les dots des familles, la prière racheta des terres, et vers 1640, le couvent et ses dépendances s'étendaient dans un vaste quadrilatère que vous avez pu voir, qui était borné au nord par le couvent bénédictin de Saint-Magloire, qui est actuellement l'école des sourds et muets, au sud par la rue de la Bourbe, donc c'est l'avenue de Port-Royal, à l'ouest par la rue d'Enfer, qui est maintenant la rue Barbus, et à l'est par le faubourg de Saint-Jacques, qui est maintenant la rue Saint-Jacques. Il y avait 2 entrées, l'une au 25 rue Barbus, donc, qui est toujours la même entrée, puisque là où nous habitons, on rentre soit par le 25 rue Barbus, soit par le 14 bis rue Pierre-Nicole, et donc mais l'autre porte n'était pas rue Pierre-Nicole, elle était rue Saint-Jacques. La rue Pierre-Nicole n'existait pas.
La prieure, la deuxième prieure, Madeleine de Saint-Joseph, s'occupa des canalisations. Elle obtint une concession sur les eaux à mener d'Arcueil au Luxembourg. La répartition des eaux se faisait dans le sous-sol du 27e regard de l'Observatoire, sur lequel fut édifiée en 1623 la maison du Fontainier. Le sous-sol de cette maison était divisé en 3 salles, que vous avez pu voir lors des Journées du patrimoine, avec un bassin en leur centre, et celui du milieu s'appelait la salle des Carmélites, et il porte toujours ce nom. Ces eaux arrivaient donc par une conduite qui suivait la rue d'Enfer. La mère Madeleine entreprit aussi des travaux d'ornementation et fit construire des petits oratoires dans les jardins. Marie de Médicis proposa une somme importante et demanda à Champaigne de peindre pour ce lieu. D'autres peintres, alors là, Voué, Lahire, Stella, Vignon, Lebrun, Verdier, Ouas, Mignard, ont aussi peint pour ce Carmel. On disait à l'époque que c'était un musée, tellement les peintures étaient belles. Et Sarrazin sculpta la statue du cardinal de Bérulle, qui est actuellement au Louvre, mais malheureusement dans des réserves, et elle est superbe. Vous l'avez vue? Elle est superbe, mais c'est très difficile de la voir. Je ne sais pas comment vous avez fait pour la voir. Elle était là. Ah bon. Je vais redemander qu'elle soit là. C'est bien si vous l'avez vue, parce que c'est vrai que c'est une très très belle statue. Alors, c'est donc la reine qui payait pratiquement toutes ces peintures, mais aussi les nobles, parce que souvent ils avaient un lien avec une fille à l'intérieur, et puis c'était une émulation. Si l'un payait, l'autre payait aussi. Ce couvent abritait nombre de filles de qualité appartenant à la plus haute noblesse et qui ont préféré quitter ce monde plutôt que d'être mariées contre leur gré. Au milieu du XVIIe, Louise de Jésus-Maria entreprit de décorer cette crypte. Elle forma des mosaïques avec des poteries cassées, de la faïence, du verre. Et alors, c'est là qu'on voit que même si c'était une clôture, il y avait quand même des relations avec l'extérieur. Parce que les Parisiens apportaient des charrettes de faïence cassée, parce qu'évidemment, il fallait trouver les faïences cassées. Et elle passait ses nuits et ses jours avec de la glaise, à les assembler pour faire des mosaïques, pour faire... voilà. Et elle a tapissé toute la crypte, qui était très humide, toute la crypte, la voûte, les chapelles latérales, elle a tout tapissé. Ça a duré 300 ans. Ça a duré jusqu'à la Révolution. C'est-à-dire, elle avait fait un travail extraordinaire. Voilà. Entre 1797 et 98, la crypte fut anéantie gravement, endommagée et remplie de décombres. Elle resta abandonnée pendant la première moitié du XIXe siècle. Notre-Dame-des-Champs comprenait 3 édifices principaux, plus l'église, les bâtiments claustraux reconstruits, la maison priorale que Mme Acaris s'était réservée et la maison particulière de la prieure. Dans le grand parloir des religieuses, un prolongement adapté permettait à l'élite de la société de s'y retrouver pour écouter les sermons, dont ceux de Bossuet. Marie de Médicis se rendait fréquemment au couvent, et après elle, les reines, les princesses de France continuèrent à le visiter. Le petit logis était affecté au noviciat et était relié au grand couvent par une galerie qui permettait de passer sans sortir de la clôture, en fait. Cette galerie existe encore. Elle date du XVIIe siècle. Quand les sources du Nord sont venues et ont pu la visiter, ils ont compris tout de suite. C'est tout à fait intéressant parce que de chaque côté, c'est des trottoirs qui sont surélevés. Et quand il y avait de l'eau, les religieuses, elles passaient sur les trottoirs. Malheureusement, comme on s'y intéressait, la copropriété a installé la fibre là-dedans. Ah ben oui, mais ça, que voulez-vous? Il y avait déjà en fait les canaux pour passer l'eau, et maintenant on ne peut plus du tout y accéder parce qu'il y a la fibre, tout est fermé à clé. Donc c'était déjà fermé à clé avant, mais maintenant c'est plus possible d'avoir les clés. Marie de Médicis se rendait fréquemment au couvent. Ah, ça je vous l'ai dit, pardon. Alors, le petit logis dont je parlais, la fondatrice en était Charlotte de Montmorency, princesse de Condé. Elle était très attachée à ce lieu parce qu'un de ses ancêtres, Libius,
avait été le premier chrétien de Lutèce baptisé par Saint-Denis. Et des chartres conservées aux archives nationales montrent au Xe siècle ce lien avec les descendants de Lisbus. Une fois encore, ce lieu est présenté comme le berceau de la foi chrétienne à Paris. À la cour, le monastère de l'Incarnation fut en honneur durant tout le XVIIe. Marie de Médicis se fit construire un pavillon au Grand Couvent et la princesse de Condé un appartement pour elle et sa fille au Petit Logis. Elle s'y retirait de temps à autre, mais pour y vivre à la façon des carmélites. Elle n'était pas là par hasard ou par snobisme. Elle vivait, quand elles y venaient, elle vivait comme les carmélites. Et par exemple, Henriette, fille de Marie de Médicis, quand elle s'est mariée en Angleterre, la veille de son départ, elle a passé toute la journée à Notre-Dame-des-Champs, au monastère. Anne d'Autriche y venait avec ses fils, Louis et Philippe. La reine Marie-Thérèse le fréquentait souvent. Et la reine, les souverains étrangers de passage y allaient aussi. Et la reine Christine de Suède aurait donné une fortune pour avoir un appartement dans ce lieu. Comme elle n'avait pas très bonne réputation, elle n'a jamais pu y accéder, mais elle était prête à donner une fortune pour pouvoir entrer dans ce lieu. Alors, si les fastes de la cour avaient un caractère obligatoire, les princesses s'y préparaient parfois par des retraites chez les carmélites. C'est une notion qu'on n'a pas, hein. C'est-à-dire qu'elles connaissaient les tentations de la cour et elles se renforçaient en allant faire des retraites avant. Alors, les religieuses étaient très joyeuses, hein, apaisées. Elles participaient aux tâches avec simplicité et leur temps de prière et de silence leur donnait un air contemplatif qui attirait beaucoup les gens qui avaient la chance de pouvoir les observer. L'histoire a retenu en ce lieu la duchesse de la Vallière. Donc, je pense que vous attendez la duchesse de la Vallière. Son entrée au couvent, où elle finira sa vie, après avoir vécu à la cour de Louis XIV, fut un événement mondain. Madame de Sévigny ne croyait pas du tout à sa vocation. Et elle écrit à sa fille « Ce fut à mes yeux tous les charmes que nous avons vus autrefois. Elle est moins maigre et plus contente, elle a ses mêmes yeux et ses mêmes regards. Je n'ai jamais rien vu de plus extraordinaire. » Alors, voici une histoire abrégée de cette religieuse. Louise de la Baume-le-Blanc, née en 1644, est connue sous le nom de Madame de la Vallière. Elle est élevée dans cette ville jusqu'à la mort de son père. Sa mère se remarie à un de Saint-Rémy, qui est premier maître d'hôtel à Blois, hein, chez le duc d'Orléans, chez Gaston d'Orléans. Et à la mort de ce dernier, son épouse, Marguerite de Lorraine, repart à Paris et elle emmène les de Saint-Rémy avec elle. Donc, Louis XIV, à cette époque, a épousé Marie-Thérèse d'Espagne, l'infante d'Espagne en 1660, et son frère, Philippe d'Orléans, a épousé Henriette d'Angleterre en 61. Mais Louis XIV s'intéresse à Henriette d'Angleterre, et Henriette d'Angleterre s'intéresse à Louis XIV. Et donc, elle propose au roi un stratagème, c'est-à-dire, elle lui suggère que la toute jeune, elle a 17 ans, Madame de la Vallière, serve de chandelier. C'est-à-dire que Louis XIV feint de s'intéresser à Louise de la Vallière pour détourner l'attention des courtisans et pour pouvoir après rejoindre Henriette d'Angleterre. Mais ça ne se passe pas comme c'était prévu, parce que la duchesse, Madame de la Vallière, est tombée amoureuse du roi, mais d'un amour sincère. C'était pas une courtisane. Et donc le roi, à son tour, est tombé amoureux de Madame de la Vallière. Mais ça a été un grand amour, hein, qui les a unis. Parce que le roi a été très étonné de voir que cette femme si douce ne réclamait rien. Elle avait dissocié l'homme et la couronne et elle ne lui demandait rien en retour. Et le roi, c'était la première fois que ça lui arrivait. Donc il était vraiment éperdument amoureux d'elle. Ils ont eu 4 enfants, dont 2 sont morts. Marie-Anne est devenue... Elle est devenue après princesse de Conti, mais elle a d'abord été... elle était quoi, elle, la brave dame je ne sais plus. Enfin, elle a été mariée à un prince de Conti, et son frère, lui, a été duc de Vermandois, mais il est mort. Il a été plus jeune amiral de France, c'est le roi Louis XIV qui l'a placé là, mais il est mort très très jeune, à 17-18 ans, dans une bataille, dans une guerre. Alors, Madame de la Vallière va avoir 17 ans. Elle est décrite comme ayant la taille belle, noble, regard doux, etc. Et
Et donc, comme elle est amoureuse du roi, ça va être très facile que cette histoire puisse arriver. Seulement, le problème, c'est que le roi est volage. Et donc arrive Madame de Montespan. Ça a été une blessure très profonde pour Louise de La Vallière, parce qu'elle n'était pas dans cette perspective. Mais elle s'est résignée, et avec humiliation, elle est même devenue la marraine d'un des enfants de Madame de Montespan. C'est intéressant parce que ça montre le caractère de Louise de La Vallière, et on comprend qu'elle va pouvoir devenir religieuse après coup. Elle tombe gravement malade, et à ce moment-là, elle réalise qu'elle est pécheresse, et elle traverse une crise mystique tout à fait importante. Et donc, après cette grave maladie dont elle se remet, où elle a entrevu la mort, et qu'elle est terrifiée par cet état de pécheresse, elle commence à écrire sur les dangers qu'il y a à être un pécheur quand on est en bonne santé et qu'on ne pense pas à la vie éternelle. Alors commence une lutte pour se libérer à la fois du roi et de la cour, parce que d'un autre côté, elle aimait le faste de la cour, elle aimait dépenser, et devenir religieuse, c'était aussi se priver de tout ça. Donc elle demande au roi, elle demande à Bossuet et au maréchal de Bellefonds, qui était le neveu de la prieure, de demander si la prieure l'acceptait malgré sa vie scandaleuse au Carmel. Donc ils ont négocié et elle a été acceptée. Et à partir de là, il restait un problème, c'était d'annoncer au roi qu'elle voulait rentrer au couvent. Et alors ça, elle ne pouvait pas. Elle en était incapable, mais finalement, elle couchait sur des planches, elle faisait les mortifications des carmélites. Elle a vu le roi, et donc ça s'est resté secret. Il n'y a absolument rien qui dit ce qui s'est passé entre eux, mais le roi lui a demandé d'entrer au couvent quand la cour se déplacerait. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Alors, entre-temps, il y a eu plein de péripéties. Quand elle se disputait avec le roi, elle se précipitait dans un couvent. Là, Colbert venait la chercher pour retourner vers le roi. Elle cédait. Et puis, il y a eu un moment où elle est partie dans un autre couvent, mais là, c'est le roi qui est venu la chercher. Et en gros, quand le roi vient vous chercher, elle a bien été obligée de suivre. Donc, en entrant au couvent, en 1674, Louise dit à la prieure: « Ma mère, j'ai fait de ma vie un si mauvais usage de ma volonté, je viens la remettre entre vos mains pour ne plus la reprendre. » Louise de La Vallière prend le nom de Louise de la Miséricorde. Cette entrée au Carmel ne s'est pas faite par dépit, mais c'est bien le résultat d'un long travail intérieur. Et la reine a toujours considéré, elles étaient amies, elle a toujours considéré Louise comme une victime et non pas comme une rivale. Alors, pour comprendre le mysticisme de Louise, il importe de saisir le sens du religieux au XVIIe siècle. Si la reine Marie-Thérèse est un exemple de vertu pratique catholique, elle était en cela ce qu'on attendait d'une reine en Europe. Pourtant, malgré le libertinage et l'adultère, le sentiment religieux imprégnait presque la totalité des esprits. C'est oublier que Madame de Montespan deviendra religieuse elle aussi, et que Madame de Maintenon, quand elle sera épouse morganatique, n'aura qu'une idée, c'était de convertir tout le monde. Au XVIIe siècle, la liturgie est un mystère réservé aux religieux. La nourriture spirituelle était dispensée par la prédication. Ces sermons étaient longs, bien structurés, et ils étaient suivis avec attention. Le sermon était de fait un événement social qui rythmait la vie, les fêtes religieuses, et donnait lieu à des discussions dans les soirées. L'objectif était d'utiliser la citation de l'Évangile et d'en tirer une conséquence pratique pour la vie quotidienne. Évidemment, il n'avait pas la télévision, donc c'était peut-être plus facile. Ces sermons pouvaient s'adresser aux plus hautes personnalités, le roi, la reine, la cour, et tout le monde assistait à ces prédications. Bossuet et Bourdaloue étaient les plus connus. Par ces prédications passait l'enseignement du dogme, de la morale, de la charité et de la manière de se tenir dans la vie quotidienne. Les prédicateurs n'hésitaient pas à parler fermement au roi. Or, Louis XIV était un chrétien qui vivait mal et qui le savait. Dans les sermons du Carême du Louvre,
Les reproches envers le roi concernant son liaison avec Madame de la Vallière sont tels que Louis XIV n'assistera pas au dernier sermon. Alors, pour sa prise de voile, elle choisit... Pour sa prise de voile, elle choisit le dimanche après la Pentecôte, car l'évangile du jour parlait de la brebis égarée. C'est Bossuet qui prononça le sermon, et avec tact, il appela la miséricorde de Dieu sur elle. De nombreux personnages de la cour étaient présents, dont Marie-Thérèse. Le visage de Louis, sa beauté surprirent tout le monde. Alors, au XVIIIe siècle, ce monastère encore fervent a été touché par le jansénisme. Et donc, l'identité ecclésiale et thérésiale disparaissait au profit du jansénisme. Il a donc fallu faire venir des religieuses d'autres couvents pour remettre un petit peu en ordre l'esprit thérésial. Pendant la Révolution, Notre-Dame-des-Champs subit le même sort que les autres monastères. Les vœux monastiques étant abolis, aucune sœur ne souhaitait rentrer dans le monde. Les commissaires les interrogèrent et recueillirent les dépositions de chacune d'elles. Elles étaient à l'époque 41. Et la prieure elle-même n'obtient pas de demeurer dans le monastère. Elles furent expulsées le 29 septembre. La plupart restèrent dans le quartier et se divisèrent en deux groupes. Elles obtinrent des certificats de civisme que la prieure avait eu la bonne idée de leur obtenir. Alors, sous la terreur, évidemment, les révolutionnaires ont aussi abîmé le cimetière du Carmel. Le monastère fut mis aux enchères et vendu en même temps que l'église, donc il y a eu plusieurs ventes. Et j'abrège un peu, en 1802, c'est François qui l'achète et les religieuses vont le racheter, mais beaucoup plus petit, à ce sieur François. En fait, les religieuses avaient obtenu, enfin une religieuse avait obtenu un don, une dot d'une dame noble pour elle. Mais elle ne voulait pas être seule propriétaire du monastère. Donc, symboliquement, avec d'autres religieuses, elles ont monté une société civile. Mais la société civile n'était que faite de religieuses. C'est ce qui va les perdre en 1900, d'ailleurs. Donc, en 1802, le nouveau Carmel prend le nom de Carmel de la rue d'Enfer. Elles ne peuvent plus être en enclos parce qu'elles sont très très pauvres. Elles construisent une nouvelle église et quand vous viendrez dans le jardin, on voit encore la rosace de cette église, une très belle rosace. Louis XVIII leur restitua tout ce qu'il avait pu conserver de précieux pour qu'elles remettent dans leur église. Mais la crypte était toujours endommagée. Les religieuses travaillent, elles sont âgées, elles font des confitures, etc., qu'elles doivent vendre. En 1855, le bâtiment est refait, mais les obus allemands, durant le siège de 70 et l'explosion de la poudrière de Luxembourg en 71, causèrent à nouveau des dégâts, et il fallut de nouveau refaire une restauration. À partir de 1878, la présence de carmélites anglaises a redonné un élan à ce monastère et à ce moment-là, il y a eu une effervescence intellectuelle importante. Elles ont retraduit la vie de Sainte Thérèse d'Avila et elles ont cherché les origines tant espagnoles que françaises de ce grand couvent. Et donc des œuvres sont parues en 1907, 1911, elles ont été rééditées en 1920, 1962 et en 1995, les éditions du Cerf ont demandé une nouvelle édition mise à jour. Donc le travail qu'elles ont fait là a été un travail tout à fait important. En 1895, heureusement on avance, d'importants travaux furent entrepris avec un déblai Bon, je vais peut-être passer sur les travaux parce qu'en fait, ces travaux-là montrent la crypte telle qu'elle est actuellement. Donc on entreprit des fouilles pour trouver la crypte et les recherches permirent de retrouver les débris de faïence. Et c'est grâce aux débris de faïence qu'on a retrouvé la crypte. C'est-à-dire que cette sœur qui avait fait ça en 1600 et qui avait laissé ces débris de faïence a permis de reconstituer la crypte. Et donc en 1896, l'archevêque Monseigneur d'Ulst dit la messe en présence de 200 personnes, parce qu'il y avait encore des aérations et il y avait les deux escaliers. Elle pouvait contenir 200 personnes, pas plus. L'escalier antique, celui décrit par Herriot en 1929,
Il écrit celui vraisemblablement des bénédictins et sûrement des premières carmélites. Il subsistait en 1913 quand furent prises les photographies que nous reproduisons. Cet escalier existe encore aujourd'hui. Et il est tout à fait intéressant parce qu'il est tellement sale, mais en dessous la pierre est jaune. Et on ne sait pas trop pour l'instant quelle est la qualité de cette pierre, mais il y a vraiment du travail à faire là. Alors les sœurs n'ont pas profité longtemps de ce renouveau, puisqu'en 1901 elles ont dû repartir. Et ça a été vendu en 1911, et ça a été vendu un peu moins cher pour que la crypte soit conservée, puisqu'elle était dans l'ensemble des bâtiments. Alors, ce qu'il y a eu d'intéressant aussi, c'est qu'après toutes ces ventes successives, les éditions Nelson se sont installées là, et elles ont protégé la crypte d'une manière assez extraordinaire. Et non seulement elles l'ont protégée, mais elles la faisaient visiter le dimanche. Et il y a quelques années, la fille de la gardienne de l'époque est venue revisiter la crypte, et quand elle est passée par l'escalier antique, elle m'a dit « Mais vous m'emmenez où ?» Parce que j'ai vécu là 11 ans et je ne connais pas cet escalier. Donc, après, quand elle a été dans la crypte, elle a compris que en fait, c'était l'autre escalier qu'ils empruntaient. Des souvenirs qu'elle en avait, elle dit que la crypte était richement décorée, il ne reste plus rien, tout a été volé, et enfin une grande partie en tout cas, et surtout que sa mère décrivait très bien les différents enfants avec des seins à l'intérieur, mais surtout que dans la première chasse, le premier en feu sur la gauche, quand on regarde l'autel, il y avait la duchesse de la Vallière. Donc on suppose qu'à l'époque, il y avait probablement des reliques de la duchesse de la Vallière et qui ont complètement disparu depuis. Il n'y a vraiment plus rien. Alors il reste très peu d'éléments dans la crypte. Voilà. Donc on va abréger. Je vais... Voilà, donc ça c'est l'autel. Alors vous voyez que la porte du tabernacle a été volée, donc elle devait être bien sculptée, donc quelqu'un l'a emmenée. Heureusement ils n'ont pas pu emmener ça parce que je crois que ça serait parti. Donc là vous voyez la Vierge, vous voyez Saint-Denis, et cette sculpture est par terre parce que quand il y a eu les inondations, que certains d'entre vous ici ont bien connues puisqu'ils ont nettoyé, la crypte, la pierre était dans l'eau et donc elle s'abîmait vraiment beaucoup, et donc il a fallu la coucher pour éviter que l'eau ne continue à s'imprégner dans la statue. Ça, c'est la palme du martyr. C'est intéressant, il y en a très peu en France, mais il y en a beaucoup en Italie, et c'est en l'honneur de Saint-Denis. Là, vous voyez les plaques qui sont pour la plupart des aréopagites, parce qu'à l'époque, elle pensait que Denis était l'aréopagite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ça, qui est plus clair, parce qu'au-dessus de cette crypte, il y avait une autre crypte. Ce qui fait que pendant très longtemps, dans les recherches où on disait il y a 2 cryptes, et j'avais beau chercher, je ne trouvais pas. Et finalement, j'ai compris qu'il y avait une crypte au-dessus, parce que la commission du Vieux Paris a cette photo de la crypte au-dessus. Et donc, on disait les éditions Nelson n'ont pas entretenu la crypte, ce qui était faux, parce qu'en fait, c'est dans la crypte au-dessus qu'ils mettaient tout leur matériel, mais pas du tout dans cette crypte-là. Pardon, à 10 mètres. À 10 mètres. Oui, j'ai passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'autel le mieux conservé, c'est l'autel de Réginald. Donc, la plaque en est cassée. C'est pas celui-ci, Réginald. Ah, je ne voulais pas parler de ça. Et ça, c'est attendez, je vais faire une petite aparté là, parce que c'est important. Voilà, l'autel de Réginald, c'est celui qui est mieux conservé. Vous voyez une plaque, et alors celle-ci est cassée, donc il y a des trucs qui ont été un peu volés là, mais bon, j'espère qu'on pourra quand même la reconstruire. Et il y a, en fait, c'est absolument tous les écrits de Réginald qu'on peut retrouver ici. Voilà, on va peut-être retourner sur... Voilà. Non, oui, c'est un peu. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est l'oratoire de la duchesse de la Vallière. Et vous voyez là-haut, Entre là et là. vous le retrouvez ici. Et ça existe toujours.
l'oratoire évidemment n'existe plus, mais le fronton de l'oratoire, vous le retrouvez si vous passez rue Pierre-Nicole, au numéro 37, il est au fond du jardin. Et c'est désespérant parce qu'il est en train de vraiment s'abîmer, alors que c'est un monument du XVIIe siècle, hein, qui est complètement laissé à l'abandon. Alors c'est quand même en plus l'histoire de la duchesse de la Vallière, c'est vraiment très très dommage que ce ne soit pas entretenu ou au moins protégé par un auvent, je ne sais pas. Bon, je vais passer on va passer sur la description de... Alors, j'avais fait une étude très succincte archéologique parce qu'il y a eu quand même beaucoup de découvertes archéologiques dans ce lieu. On a découvert beaucoup de tombes gallo-romaines, on a découvert des médailles, on a découvert aussi des sacrificateurs, vous savez, avec des médailles dans la bouche pour le passage pour aller vers Caron. Et il y a vraiment des découvertes qui ont été intéressantes. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Et il y a un autre point, c'est la commission du Vieux Paris, qui a été quand même très partie prenante pour cette crypte. Et donc, on espère, elle est relativement ouverte hein, pour la crypte, on espère aussi qu'elle sera un soutien. Voilà, on arrête là parce que c'est un peu indigeste. Pardon ? Alors la crypte actuellement fait 27 mètres de long, mais à l'origine elle en faisait 40 puisqu'elle allait jusqu'à rue Saint-Jacques. Et elle fait 3 mètres de... Vous la verrez un jour, 3 mètres un peu de large, mais elle est beaucoup plus large au niveau de l'hôtel. Merci Madame de nous avoir fait partager donc cette très riche histoire. Et surtout d'être, je dirais, très soucieuse du combat que vous menez pour sauver et espérons restaurer donc cette crypte. On vous doit beaucoup, donc merci. Si vous avez quelques questions à poser à Madame Virginie, je ne suis pas sûre de vous répondre, mais je vais essayer d'y répondre. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez eu connaissance de cette crypte. Est-ce que vous l'avez donne un micro, le micro. quand vous avez emménagé? Est-ce que... Comment voyez-vous? Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que quand je suis arrivée, alors quand on achète, il y a quand même 2 lignes qui disent qu'il y a une crypte, hein, mais on ne fait pas attention, personne ne fait attention. Et quand il y a eu l'histoire de Laurent Deutsch, j'ai demandé à voir la crypte, on m'a répondu passé, il n'y a rien à voir. Donc il faut savoir qu'il y a des copropriétaires qui ont vécu là 20 ans et qui n'ont jamais vu la crypte. Hein. Alors c'était un peu compliqué, il y avait, bon, c'est un peu difficile d'en parler, mais bon, il y avait des passe-droits, moyennant finance, etc. Et donc un des syndics qui avait un peu testé, après l'événement de Laurent Deutsch, tout le monde, on retrouvait plein de gens dans la cave qui essayaient de chercher cette crypte et ça devenait problématique. Donc on a un peu décidé, même d'ailleurs on en a parlé en AG, de faire une association. Je pense que beaucoup ont cru que j'allais être un chandelier, mais quand je prends quelque chose en main, j'essaye de continuer. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible de laisser cette crypte dans l'état où elle est. Il faut travailler dessus. Et je me suis dit, la première chose à faire, c'est de connaître son histoire, parce que si on ne connaît pas l'histoire, c'est difficile d'avoir du poids aussi. Donc voilà. Oui. Je suis étonnée en fait qu'elle soit orientée la crypte vers l'ouest. Oui, absolument. Vous avez raison d'être étonnée, mais c'est comme ça. Oui. À notre connaissance, en tout cas, s'il y a des raisons, c'est dans les archives, et je peux vous assurer que les archives des religieux, c'est pas facile. Hein. Alors, les archives de la ville, bon, on y accède, et heureusement d'ailleurs. Quand les Pardon. Quand les
les bâtiments au-dessus de la crypte ont-ils disparu? Alors, tout a été détruit à la Révolution. Ça a été reconstruit, mais ça a été plus étroit. Hein. C'était plus le grand couvent, si vous voulez. Et en 1958, ça a été vendu d'abord à un premier promoteur, puis à un deuxième, pour faire les immeubles qui y sont actuellement, avec l'architecte Balick. Alors, ce cher architecte ne s'est pas du tout occupé des préconisations. Le préfet de Paris avait demandé que les aérations soient conservées. On a trois articles là-dessus. Évidemment, il a tout fait fermer. Et donc, depuis 1958, on n'a plus d'aération. Et avec les inondations, elle est dans un état catastrophique. Elle a vraiment besoin d'une grosse rénovation. On peut y aller, hein, mais elle a besoin d'une grosse rénovation. Alors actuellement, qui a la clé de cette crypte? Alors moi, oui. Si on veut continuer à la nettoyer, comme nous l'avons fait dernièrement avec vous... On n'y peut plus. On peut plus. Il faut attendre. La mairie parce que, pour tout dire, j'ai été agressée par un copropriétaire parce que je m'occupais de cette crypte. Et donc, suite à ça, il a fait un forcing, il a changé la clé, enfin, ça a été assez pénible. Et donc, il y a eu une inondation pendant ce temps. On ne l'a pas su, parce qu'on ne pouvait plus y aller. Et après, il y a eu renouveau. Enfin bref, on ne va pas passer sur les péripéties de la copropriété, on arrête là. Et donc, la ville va devenir propriétaire. Nous, la copropriété, on a les 2/7. Donc, la ville est propriétaire des 5/7. Mais c'est en train de se faire. Hein. Il s'en occupe à la ville. Il faut attendre maintenant qu'un notaire, d'abord il faut qu'il discute quand même un peu avec nous, parce que c'est vrai quand même, il faut être objectif, le passage il se fait chez nous. Hein. Donc on a eu des experts pour les inondations. On a quand même, nous, la copropriété, dépensé beaucoup d'argent. Donc ils vont nous dédouaner. Bon, on ne sait pas de combien ils vont nous dédouaner, mais de toute façon on sait qu'il faut faire les travaux, parce que d'une manière générale, tous les experts nous ont dit qu'à moyen terme, on payerait, nous, on aurait des dégradations à cause de cette humidité qui remonte. Hein. Et ça, ils ont tous été unanimes à le dire. Donc, il faut s'occuper de ça et il faut que la ville s'en occupe, parce que nous, on n'a pas les moyens. Hein. C'est pas possible. On a déjà dépensé de l'argent, on n'a pas les moyens pour payer ça. Il faut que ce soit la ville qui le paye. Après, il est bien évident que les descentes ne se feront pas comme Pierre et Paul voudront les faire. Il y aura les journées du patrimoine. Bon, on sait qu'il y a le quartier latin en attente, on sait qu'il y a la montagne Sainte-Geneviève en attente. Donc il y aura peut-être, je ne sais pas, tous les 2-3 mois une descente avec en priorité les gens qui ne l'ont pas vu du quartier. Mais en tout cas, il n'y aura pas des descentes intempestives, ça c'est clair, parce qu'on n'aura pas le temps non plus. Hein, y a, deux questions d'ordre plutôt géographique. Oui. La première, je n'ai pas tout à fait saisi, la rue Pierre-Nicole. Oui. C'est une rue finalement récente. Tout à fait. Au milieu de la propriété. Absolument. Des Carmélites, absolument. Est-ce que la crypte est sous la rue? La rue, absolument. Elle est sous la rue. Autrement dit, dans votre maison, c'est que le bout. Oui, on n'a que le fond. Et elle monte presque jusqu'à la rue Saint-Jacques. Alors, elle ne monte pas, mais elle va jusqu'à... L'hôtel, c'est-à-dire à peu près sur 7 mètres, c'est sous le 13-15, parce que nous sommes du côté 14, et sous le 13-15, il y a l'hôtel qui l'a donné pour €1 symbolique à la ville de Paris. Donc, après, il y a toute la partie, il y a au moins 15 mètres entre la rue, je ne sais pas, les trottoirs. Elle allait jusqu'à la rue Saint-Jacques. Mais après la Révolution, les religieuses n'ont pas pu acheter parce qu'elles avaient... Ah ben, bien sûr. Alors, la deuxième question, c'est aussi d'ordre géographique. C'est pas tout à fait lié à votre exposé, mais pourtant très intéressant, parce que non. La rue Notre-Dame-des-Champs. Oui. C'est ce que j'avais posé. N'est-ce pas liée finalement, elle est liée au lieu, mais elle n'est pas située à où elle... Ah, pas du tout. On a eu beaucoup de problèmes parce que la rue... la crypte Notre-Dame-des-Champs, c'était attribué l'histoire de notre crypte. Donc c'est réglé maintenant, ça a été fait avec diplomatie, ce dont moi je ne suis pas capable. C'est d'autres qui sont... Pourquoi la rue s'appelle Notre-Dame-des-Champs? C'est une rue
ancienne, on la voit depuis très longtemps. Elle est sur plan de Turgot, je ne sais même pas si elle est pas sur des plans. Oui, oui. Pourquoi elle s'appelle Notre-Dame des François, Champs alors qu'elle est elle a église envie de vous répondre. Voilà. Je peux vous répondre, effectivement, en fait, c'est le prieuré de Notre-Dame-des-Champs. Donc il y avait un chemin qui passait là, qui s'appelait dire chemin RBE, etc. Il avait un autre nom assez joli, assez poétique, c'était la rue du Couchant, je crois. Voilà. Et il y avait là, l'église de Notre-Dame-des-Champs, il y avait aussi un lieu de culte qui était la chapelle Notre-Dame-des-Vignes, de mémoire. Voilà. Et c'est à partir de là, et donc en fait il y avait un lien effectivement avec cette partie-là. Et c'est ça, en fait, nous on était au bout, enfin nous là, c'était aussi le 14 qui super Nicole, donc nous étions au bout, la crypte actuelle était au bout, enfin l'église actuelle plutôt, ou ancienne, enfin je sais plus ce qu'il faut dire, était au bout justement de ce chemin. Donc il y a un rapport bien sûr, mais parce que c'est pour considérer tout ce prieuré qui était immense, hein, c'était pas du tout. Voilà. Oui, mais ce prieuré n'allait pas du tout, ce prieuré c'est un quadrilatère qui n'a jamais été, par exemple, du Père Saint-Michel. Hein. Il s'est arrêté à la rue d'Enfer, ça a toujours été le lieu. Je crois que le problème de Notre-Dame-des-Champs est un peu plus compliqué. Il pensait vraiment que cette crypte ne reverrait jamais le jour, parce que sur ce lieu-là, il y avait avant une église en bois, hein, avant, pour ceux qui... Il y avait une église en bois qui d'ailleurs a été démontée et transportée je ne sais plus où, et donc ils ont construit. Et ils ont profité du fait que, j'ai pu en discuter quand j'étais à l'archevêché, ils ne voulaient pas perdre le terme Notre-Dame-des-Champs. Et comme ils ne voulaient pas perdre le terme Notre-Dame-des-Champs, ils ont construit cette église qui était rue Notre-Dame-des-Champs, et donc elle s'est appelée Notre-Dame-des-Champs. Voilà. Parce qu'en fait, ils pensaient vraiment que cette crypte ne reviendrait jamais au jour, quoi. Donc c'est vraiment pour honorer, elle s'appelle Notre-Dame-des-Champs, cette église, pour honorer Notre-Dame-des-Champs. Par contre, la crypte, c'est la nôtre. Je vais vous ajouter un détail si ça vous intéresse. Vous avez, parce que ce que vous avez montré tout à l'heure, l'oratoire de l'église de la Vallière, qui est donné comme tel, et qui se trouve effectivement pas très loin dans le Saint-Jacques-Derrière, enfin, en remontant un peu, on peut y accéder. Hein. Alors, la photo, enfin, l'illustration que vous avez montrée avant, voilà, c'est la première, elle est tirée, si ma mémoire est bonne, des Mohicans de Paris, c'est ça? Oui, non, celle-ci est tirée des Mohicans de Paris. Celle-ci, oui, c'est Françoise qui me l'a soufflé. soufflé. De Paris, parce qu'il faut savoir quand même que ce roman d'Alexandre Dumas est absolument merveilleux parce qu'il décrit toute cette période, toute cette partie-là, donc de tous les orateurs, ça se passe au Carmel, enfin au lit en Carmel, qui n'existe plus. L'intrigue se passe en 1827 et il décrit ce lieu, voilà, de façon absolument extraordinaire. Donc voilà pourquoi il y avait effectivement une illustration, puisque de toute façon, l'intrigue se décrit justement autour de cet oratoire voilà, qui est baptisé Tombeau de la Vallière. Mais dans le plan Turgot, on est passé vite dessus, mais il y a un oratoire assez près de la rue de la Bourbe, donc de Port-Royal, et c'était probablement l'oratoire de la Duchesse de la Vallière, ce qui est probablement pour cette raison. Alors, regardez. Hop, là. Vous voyez? Et donc c'est probablement pour cette raison qu'on a laissé ce fronton où j'appelle vraiment qui peut obtenir qu'on restaure ce fronton et qu'on l'abrite. Oui. Si l'on va à l'ex-rue d'Enfer, oui. Pas jusque derrière les sourds, oui. Oui. Et Saint-Magloire, d'après vous, c'est d'après ce plan, est plus pointif avec les... Tout à fait, tout à fait. Ce qui séparait, c'était le fameux passage des Carmélites. Voilà. Entre les deux. Voilà, entre les deux. Et c'est le Lavoisier qui a passé l'examen et j'ai vu qu'à peu près à cet endroit, il y a un établissement scolaire. Le lycée Lavoisier. Mais non, pas le lycée. Ah ben c'est peut-être le lycée Lavoisier, mais il y a une vieille maison, un peu perpendiculaire, et je me suis dit, c'est une maison du 17e. Vous la voyez, est-ce que vous voyez? Oui, je vois, mais personnellement, moi je ne suis jamais entrée dedans. Je sais. Non, mais est-ce que vous voyez ce dont je parle? Oui. Elle a été agressée par le lycée.
Oui, c'est ça, mais visiblement cette maison est une maison qui a de l'ancienneté, ça se voit tout de suite par la forme de son toit, par la forme des fenêtres, et de mon point de vue, ici c'est qui est fait fenêtre de mon. Oui, elle est très ancienne. Oui, mais c'est l'atelier de Rude. C'est à la l'atelier, c'est à ce moment-là, au début, c'est oui, mais il y a une histoire comme le ciel de la vie. Deux questions qui n'ont rien à voir entre elles. Quel est le nombre, dans la pochette du couvent, le nombre des carmélites qu'il y avait? Alors, il y avait, je crois qu'elles n'ont jamais été plus de 50. Elles étaient entre 40 et 50. Et l'autre question qui n'a rien à voir, c'est, vous avez longtemps parlé de Saint-Denis, et je suis en train d'oublier la question. Ça m'a arrivé dans 2 secondes. J'ai tellement attendu. Voilà. Donc je vais vous. Je reviens dans 2 secondes. Oui. Écoutez, je pense que nous pouvons remercier Madame Couperger pour avant toute chose, qu'il va y avoir une grande exposition à la mairie du Saint-Pierre dans la salle Agora de Romilly pour fêter donc les 1600 années de la naissance donc de la patronne de Paris, c'est-à-dire Geneviève. Cette exposition Geneviève 1600, donc l'association La Montagne Sainte-Geneviève y a contribué, y a participé. Il fournit des documents, donc nous vous encourageons très très vivement à venir voir cette exposition. Voilà, dans lequel votre association, dans lequel voilà, un petit détail encore. Si vous avez envie d'adhérer à l'association, nous en avons besoin. On est membre actuellement. Oui, allez-y. Oui, donc c'est Grégoire Le Tour qui a ressorti l'histoire de Saint-Denis. Il y avait une source auparavant écrite sur quelle base il s'est appuyé pour écrire la vie de Saint-Denis. C'était ça ma question. J'ai eu l'occasion quand même tout est pratiquement enregistré. Donc